Bonjour, je m'appelle Florence Pomerleau-Lacasse. Je suis étudiante à la maîtrise à l'Université McGill. Donc, on prévoit une augmentation de la température et du stress hydrique en été avec les changements climatiques, puis ça pourrait nuire à la productivité des plantes fourragères susceptibles aux conditions de sécheresse, comme à la fléole des prés. On a donc établi un projet pour répondre à la question « Devrait-on remplacer la fléole des prés en association avec la luzerne ?» On veut évaluer 5 alternatives. On évalue les graminées, la fétuque élevée, la fétuque des prés, le brome des prés, le Festilolium et le régras anglais. On évalue aussi les effets de 2 stades de développement à la récolte. Nos résultats jusqu'à présent nous ont montré que au site où les conditions hivernales étaient plus extrêmes, les mélanges avec le Festilolium et le régras anglais avaient un rendement inférieur. Et puis aussi, la graminée avait une survie à l'hiver inférieure aux autres graminées. Par contre, au site où les hivers étaient plus optimaux, tous les mélanges avaient un rendement similaire. Pour ce qui est de la valeur nutritive, les mélanges avec la fétuque élevée et le brome des prés avaient généralement une valeur nutritive inférieure aux autres mélanges. Par contre, lorsqu'on a calculé leur production de lait estimée à l'hectare, c'était comparable au mélange avec la fléole des prés et avec la fétuque des prés. Et finalement, pour ce qui est des effets du stade de développement, on a remarqué que lorsqu'on récolte au stade début floraison, on a une meilleure persistance, généralement un meilleur rendement, puis lorsqu'on calcule la production de lait estimée à l'hectare, c'est supérieur à lorsqu'on récolte au stade début bouton. Donc, ce qu'on peut conclure avec ces résultats-là, c'est que la fléole des prés performe encore très bien à travers le Québec, et puis que les cultivars de Festilolium et de régras anglais qu'on a utilisés sont susceptibles aux conditions hivernales. On a ciblé 3 alternatives à la fléole des prés qui sont comparables en termes de rendement et de production de lait. Et puis, c'est la fétuque élevée, la fétuque des prés et le brome des prés. Merci. Bonjour, je m'appelle Juan Carlos Arango. Je suis étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe. Et mon projet de recherche porte sur la paratuberculose bovine. Cette maladie est importante pour l'industrie laitière parce qu'elle cause des pertes importantes liées aux réformes précoces et à la diminution de la production laitière. Aussi parce que la bactérie qui cause la paratuberculose a été associée à la maladie de Crohn chez l'humain. Les vaches affectées vont avoir des performances décevantes bien avant que les signes cliniques soient évidents. Et au Québec, il y a un programme de prévention et contrôle depuis 2007. Donc l'objectif de notre étude, c'était d'évaluer l'impact de ce programme en comparant l'incidence des vaches nées avant et après l'adhésion de la ferme au programme volontaire. Pour ce faire, nous avons recruté 18 troupeaux positifs et enrôlés dans le programme volontaire de prévention et contrôle de la paratuberculose. Nous les avons visités une fois par année, de 2011 à 2015. Et à chaque visite, nous avons prélevé un échantillon fécal de toutes les vaches adultes du troupeau et nous avons complété un questionnaire d'analyse des risques. Les vaches, nous les avons classées dans 2 groupes, les vaches nées avant et après, et nous avons comparé l'incidence. Et nos résultats démontrent que les vaches qui sont nées après le programme volontaire ont une incidence moindre que les vaches nées avant, et la réduction c'est d'environ 50%. Donc ce projet est important parce que le programme de contrôle de la paratuberculose est efficace pour contrôler cette maladie. En plus, c'est un bon exemple de mesures de biosécurité ciblées à la ferme. Et ce programme peut être aussi important pour contrôler d'autres maladies à transmission fécale-orale comme la salmonellose et la cryptosporidiose. Merci. Bonjour, mon nom est Annie Perron, professionnelle de recherche chez Agrinova. Moi, mon projet de recherche était sur l'utilisation d'ingrédients simples au robot de traite. Donc, on a eu comme projet d'utiliser la gourgane comme ingrédient simple. Le projet s'est fait à la ferme Boudreau et Fils qui est située au lac Saint-Jean. On a pris un troupeau de 80 vaches avec 2 robots. On a utilisé la gourgane comme aliment. Pour le groupe témoin, on a utilisé du maïs moulu avec de la moulée complète. Et pour le groupe expérimental, on a utilisé de la gourgane, de la moulée complète et du maïs grain moulu. Et on a vérifié si on avait une différence en production de lait, en production de gras, en production de protéines et aussi au niveau de l'urée du lait. Et on n'a vu aucune différence entre les 2 groupes. Et aussi, on a vérifié le taux de passage par vache
par jour et il n'y avait aussi aucune différence. Donc, aussi, on a fait un calcul technico-économique pour voir l'économie que ça engendrait. Pour un troupeau de 70 vaches à 33 kg de lait, ça donnait une économie de 1,23 par vache par jour, ou pour une année, ça équivalait à 31 427 En conclusion, on peut dire que les ingrédients simples utilisés en robot de traite sont possibles. Surtout, on peut valoriser la production de grains à la ferme. Bonjour, je m'appelle Hugo Alix et je suis étudiant à la maîtrise à l'Université Laval. Aujourd'hui, je ne pense pas faire fausse route en disant que le maïs en silage est un pilier majeur dans la production animale pour l'apport d'énergie dans les rations, même s'il existe d'autres systèmes très performants qui arrivent à s'en passer. Le maïs reste une culture rentable et connue sur le bout des doigts par les producteurs. Cependant, imaginez que vous deviez vous en passer. En seriez-vous capable? Connaissez-vous d'autres cultures rentables tant au niveau du rendement qu'au niveau de la valeur nutritive? Eh bien, même si vous répondez oui, je pense que je vais vous en faire découvrir deux nouvelles aujourd'hui. Le sorgho sucré et le millet perlé sucré sont deux graminées, comme le maïs, qui ont l'avantage de se semer et de se récolter avec la plupart du matériel déjà présent sur les exploitations laitières. Leurs besoins? 30% moins d'azote et jusqu'à 2 fois moins d'eau. Au niveau des rendements, le sorgho et le millet s'équivalent à peu près au maïs. Au niveau de la matière sèche, le sorgho et le millet oscillent entre 24 et 29% de matière sèche. On peut se dire que cela va poser un problème au niveau du stockage dans les silos. Les silos risquent de geler, l'ensilage de moisir et on risque de perdre notre récolte. Mais la littérature mentionne que ces deux espèces sucrées, en fait destinées à la base à la production d'éthanol, permettraient d'obtenir un bon ensilage. On a fait des essais de mini-silos et on s'est aperçu que l'ensilage était de très bonne qualité à la sortie. En plus, lorsqu'on regarde la digestibilité des fibres MDF de ces deux cultures, elle est 10 à 12% supérieure à celle du maïs en silage. Vous voilà maintenant en possession de deux nouvelles cultures que vous pourrez implanter dans vos rotations culturelles. Il reste cependant à développer de nouveaux cultivars plus adaptés au Canada, même si certaines régions sont capables d'en faire déjà. Merci et bon après-midi. Bonjour, je m'appelle Katharina Krug et je suis une étudiante à l'Université de Montréal. Je fais un doctorat et je vais vous présenter un peu de mes résultats. Juste après le vélage, c'est une période très critique pour la vache parce que les besoins énergétiques sont très élevés à cause de la production de lait. Et la vache a une consommation de matière sèche un peu basse comparée à ses besoins. Et donc, il y en a un balance énergétique négatif. Ça va amener à une mobilisation des réserves corporelles de la vache. Cette mobilisation corporelle peut être excessive des fois, ce qui peut amener à des conséquences comme une augmentation des risques de maladies infectieuses et aussi une baisse de fertilité. Et donc, il faut quand même essayer de contrôler ce balance énergétique négatif. Et si, en lieu de prendre tout le lait de la vache au début de la lactation, on ne prenait pas totalement tout le lait. Donc, imaginons, on prenait juste 10 litres par jour pendant les 5 premiers jours en lait. Est-ce que ça pourrait améliorer la situation? La réponse est oui. Nos résultats montrent que la traite incomplète au début de lactation va amener à un mieux contrôle du ballon énergétique, donc un mieux ballon énergétique sur les vaches traites incomplètes comparé à vaches traites complètes. Et ça n'a pas aucun impact sur la production de lait. En fait, la production de lait est très semblable pour les deux groupes pendant chaque semaine de la lactation et pendant toute la lactation. Donc, on pense que ça, c'est une stratégie pour vraiment améliorer la prévention de l'hypercétonémie et donc d'un excès de mobilisation de matières grasses. Et on pense aussi que comme ça a un effet positif sur le bilan énergétique des vaches, ça pourrait peut-être aussi améliorer la prévention de maladies infectieuses, métaboliques et aussi pour la fertilité. Et aussi, cette stratégie est peu coûteuse et aussi est facile à appliquer. Et donc, ça pourrait être en plus. Bonjour, mon nom est Véronique Ouellette. Je suis étudiante au doctorat en sciences animales à l'Université Laval.
Aujourd'hui, la fiche que je vous présente visait à répondre à une question qui est très présente sur le terrain au sein de nos producteurs. On voulait savoir si c'est mieux d'avoir une gestion de coupe qui va maximiser la valeur nutritive des fourrages ou plutôt une gestion de coupe qui va nous permettre d'atteindre de bons rendements et de préserver la persistance des espèces fourragères pour un mélange de luzerne et de fléole des prés. Pour répondre à notre question de recherche, on a travaillé dans notre modèle qui s'appelle N-Cycles, qui nous permet de simuler tous les processus qui vont se passer sur une ferme. On avait 2 fermes virtuelles dans le modèle, qui étaient une ferme du Bas-Saint-Laurent et une ferme de la Montérégie. Rapidement, ce que nos résultats ont démontré, c'est que quand un producteur va plutôt axer sa régie de coupe pour maximiser ses rendements et la persistance des plantes fourragères, on peut dégager au moins 10 000 $ de plus par année en allant vraiment miser sur cette gestion de coupe-là. Comment on explique nos résultats? Bien, c'est simple. En ayant des meilleurs rendements pour nos fourrages, on est capable de dégager plus d'hectares pour la vente de récolte. Donc, ce qu'il faut retenir de notre question de recherche, c'est que sur votre ferme, nos résultats suggèrent que vous devriez miser sur une gestion de coupe qui permet d'axer vraiment sur les rendements et sur la persistance de vos plantes fourragères. Bonjour, je me présente, Sébastien Fournel, je suis ingénieur agricole et chercheur postdoctoral au département de sciences animales de l'Université Laval sous la direction d'Édith Charbonneau. Les résultats récents de notre groupe de recherche démontrent que les producteurs laitiers du Québec devront s'adapter aux changements climatiques qui entraîneront notamment une hausse des températures estivales de l'ordre de 3 degrés Celsius d'ici 2050 pour le sud du Québec. D'après les chercheurs, cela devrait se traduire par de nombreux défis et opportunités pour le secteur. Mais qu'en est-il pour les producteurs? Donc, par l'entremise d'un sondage en ligne auprès de 194 producteurs répartis dans la majorité des régions administratives du Québec, nous avons voulu vérifier leur perception des changements climatiques et aussi établir les pratiques existantes et anticiper pour atténuer les effets des changements climatiques sur les cultures fourragères et les vaches laitières. Donc, 77 % des répondants considèrent que les cultures sont le secteur de la ferme le plus à risque de subir les changements climatiques. Cela semble coïncider avec le fait que environ 50 % d'entre eux ont perçu une augmentation de la mortalité vernale de leur culture fourragère au cours des 15 dernières années. Les effets positifs des changements climatiques sont également fait ressentir au cours de la même période, alors que 50 % des répondants ont augmenté en fait le nombre annuel de coupes fourragères durant cette période. Donc, il y a également un tiers des répondants qui nous disent qu'ils prévoient augmenter ce nombre au cours des prochaines années. 64 % des répondants croient également que les changements climatiques auront des effets négligeables sur les animaux, quoiqu'un producteur sur 6 s'attend tout de même à une baisse de la productivité des vaches au cours des prochaines années. Ce résultat explique en partie pourquoi seulement 21 % des répondants ont installé un système de refroidissement à l'étable, comme les brumisateurs ou les systèmes par aspersion. Parmi les producteurs sondés, en fait, sont assez confiants que la ventilation longitudinale ou tunnel, qui est présente chez environ 70 % des fermes des répondants, soit adéquate pour limiter les stress thermiques au niveau de leurs animaux. Donc, les résultats de notre enquête nous permettent de comprendre que les producteurs sont assez conscients des effets qu'ont et qu'auront les changements climatiques au niveau du champ. Par contre, il reste encore une démonstration à faire par les chercheurs pour sensibiliser les producteurs au niveau des risques des stress thermiques sur les vaches laitières. Donc, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de symposium. Bonjour, je m'appelle Jessica Saint-Jean. Je viens de la maîtrise en Université de McGill et je vais présenter mon affiche. Alors, la mise en place du programme de proaction crée un besoin de nouvelles recommandations qui aideront les producteurs à améliorer le bien-être des vaches laitières. Des études dans les fermes de Québec ont trouvé que la recommandation actuelle pour la hauteur de la barre d'attache peut augmenter les risques de blessures au cou. Alors, on a besoin de tester de nouvelles positions de la barre d'attache. L'étude a été menée à l'Université McGill dans le cadre de la chaire de recherche sur la vie durable des bovins laitiers. La chaire est financée par la CRSNG, Novolait, les PLC et Velacta. Nous avons testé 4 positions, la recommandation actuelle, la position de la barre d'attache la plus commune sur les fermes, et 2 nouvelles positions. L'objectif est d'avoir une position qui peut limiter les contacts avec la barre quand la vache mange et se lève et se couche.
On a trouvé que la position de la barre d'attache n'a pas d'impact sur le temps de rumination, d'ingestion d'aliments et production de lait et leurs composants. Aussi, la barre d'attache n'a pas d'effet sur la propreté, la boîtiérie et sur le temps de repos. Une des nouvelles positions de la barre d'attache qu'on a testée pourrait amener une augmentation des blessures au cou au fil du temps, à cause de le contact répété avec la barre. Pour toutes les positions de la barre, la qualité de lever et coucher a augmenté au fil du temps, ce qui signifie que les vaches semblent finir par s'adapter à leur nouvel environnement. En conclusion, d'autres recherches seraient nécessaires afin d'évaluer les alternatives à la barre d'attache en métal qui pouvant aider à diminuer les contacts répétés avec la barre et leur impact négatif. Bien, bonjour, mon nom c'est Jean Durocher, je suis médecin vétérinaire à Valacta, je suis coordonnateur de la santé des troupeaux laitiers. Et en fait, je vous poserai une question, vous savez qu'il y a un test de gestation qui est maintenant disponible dans le lait sur les échantillons de contrôle laitier. Bien, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne aussi bien que l'examen échographique? Bien, c'est ce qu'on a voulu évaluer avec des médecins vétérinaires praticiens. Donc, ce qu'on a fait sur plus de 500 vaches, on a comparé l'efficacité de l'examen échographique en diagnostic de gestation avec celui du test qui mesure la PAG qui est une protéine associée à la gestation qui vient du placenta. Donc, dans le cadre des visites vétérinaires, les vétérinaires faisaient un examen de gestation entre 28 et 45 jours. Un échantillon de lait était prélevé, était envoyé au contrôle laitier et on mesurait la protéine et on confirmait là, le statut de la vache, c'est-à-dire gestante ou non gestante, avec le test. Ensuite, on a fait une comparaison des deux méthodes, échographie versus test de gestation, en utilisant une méthode statistique qu'on appelle en fait bayésienne. Et puis, l'objectif, c'est qu'on comparait en fait deux techniques qui sont très performantes sans être parfaites. Donc, les deux techniques peuvent faire des erreurs. Fait que ce qu'on mesure, c'est la sensibilité et la spécificité. Donc, c'est des termes qui décrivent la précision de la technique. Je pense que je vais vous faire grâce des explications. Vous pourrez les lire là, sur la fiche, sur le document PDF. Mais en fait, globalement, la précision globale de l'échographie était de l'ordre de 98 %, alors que la précision du test de gestation était de l'ordre de 97 %. Fait que vous avez compris avec moi que les deux technologies ou les deux approches sont aussi précises, aussi efficaces pour faire le diagnostic de gestation. Maintenant, à vous, comme producteur, d'utiliser celle qui se marie le mieux à vos objectifs d'éleveur. Sur ce, merci. Puis si vous avez des questions, bien, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter à Valacta et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Hi, I'm Eveline and I am PhD student at the Laval University. And my project is about the effect of acidosis on the ruminal and reticular pH and some productive parameters in dairy cows. Today, the acidosis is a frequent problem in commercial farms, and it occurs when the pH is less than 5.6 during 3 hours per day or more. And the current diagnosis of acidosis is by the ruminal pH measurement using a bolus, but in the farms, sometimes the farmers using the bolus in the reticulum where the pH is higher. So our objective was to evaluate the pH in the rumen and in the reticulum and your correlation and some productive parameters in dairy cows. We observed that the ruminal and reticular pH values were different between them with a low correlation, and the acidosis caused the milk fat depression. So in the farms, if you use the bolus in the reticulum, we need to adjust the values, and the milk fat content and milk fatty acid profile are good tools to diagnose the acidosis in the future in the farms.